L'exposition convie en fait le visiteur à suivre le voyage d'artistes qui ont eu lieu principalement au XIXe siècle, en tout cas qui s'est popularisé au XIXe siècle et qu'on a nommé le Grand Tour. C'est ce terme qui a donné ensuite le mot tourisme qu'on utilise assez facilement aujourd'hui. Et ces artistes en fait au cours du XIXe siècle ont souhaité découvrir de plus en plus le monde qui les entoure et ont commencé à s'aventurer dans des pays plus lointains et donc ont traversé la Méditerranée, notamment en allant voir les territoires conquis et occupés à l'époque par l'Empire ottoman. Dans l'exposition, c'est surtout les pays d'Afrique du Nord qui seront représentés. Mais le voyage peut commencer par la Grèce et par le Moyen-Orient, arriver jusqu'en Afrique du Nord et faire la totalité du tour du bassin méditerranéen. Alors, les visiteurs vont découvrir des collections déjà que nous avons sélectionnées parmi nos propres fonds, des peintures, des sculptures, des objets d'art, mais également, et c'est la spécificité de cette exposition, la moitié d'art graphique, donc des dessins et des gravures qu'on a pu sortir des réserves et qui sont inédites. Parmi les artistes représentés, nous avons évidemment des œuvres de Delacroix, le plus connu, celui qui a finalement lancé et a beaucoup permis de populariser en fait ce voyage. Mais nous avons aussi des œuvres de Benjamin Constant, de Marilla, de Félix Ziem. Nous avons aussi certaines œuvres anonymes. D'autres artistes peut-être un peu moins connus, comme Victor-Pierre Huguet, qui est un peintre qui a suivi des enseignements depuis Marseille. On montre aussi les œuvres d'artistes qui n'ont pas voyagé, pour montrer justement la distanciation du regard que peut avoir un artiste qui a voyagé de celui qui ne l'a pas. Et donc je pense à Alexandre Collin qui a peu voyagé à ce moment-là mais qui a fréquenté Bonington, Delacroix, et les sculpteurs Barry, Frémiet, qui eux n'ont pas fait le voyage en Orient mais qui ont pourtant adoré présenter des lions, des tigres et autres dromadaires. En étudiant les fonds, on n'avait pas d'a priori au départ et en fonction des collections, on a construit des sections et ces sections sont celles qu'on retrouve en fait dans l'orientalisme. La découverte des villes, la découverte des paysages qui sont très différents de ce que connaissent les artistes et notamment qui ont pu les attirer dans le désert, et le côté militaire, donc c'est le thème qu'on va retrouver avec les cavaliers, avec le cheval qui est aussi ici en bonne valeur, et puis c'est la femme, avec tout ce fantasme qui l'accompagne, qui va être nourri par la littérature depuis longtemps et qui petit à petit va évoluer avec la réalité qu'on découvre dans ces pays d'Afrique du Nord. Les collections orientalistes du Musée des Beaux-Arts de Dijon ont été constituées principalement par des dons et des donations qui ont eu lieu tout au long du 19e et du début du 20e siècle. On a des collectionneurs qui ont donc, se sont pris de passion pour cette veine orientaliste et ont donné au musée. On parle notamment d'Albert Joliet, qui était un des premiers conservateurs du musée. Certains militaires, tels que le comte d'Armandie, a également une très grande collection qui est entrée au musée. Et chacune en fait, de ces œuvres sont entrées aussi au gré des acquisitions du musée, et donc on a souhaité nous montrer une grande partie de dessins et les peintures et sculptures que nous possédions. On a beaucoup écrit sur les artistes et un éventuel engagement des artistes face à la colonisation. Ils sont très souvent en réalité assez impassibles. On a très peu de représentations, nous en tout cas dans nos collections, d'artistes qui représentent ne serait-ce que la présence française. Par exemple en Algérie, les peintres vont très vite évacuer en fait cette vision-là pour se concentrer sur des représentations plus exotistes, parce qu'ils sont à la recherche d'un exotisme. Ils partent avec des stéréotypes déjà en tête qu'ils cherchent et qu'ils représentent sur place. Et donc on a vraiment voulu montrer dans l'exposition qu'il y a une vision d'une part fantasmée qui nous permet de voir voilà, ce que les artistes projettent dans l'Orient, et puis les artistes qui, avec le développement de l'ethnographie tout au long du siècle, le développement de la photographie aussi, vont porter un regard de plus en plus documentaire et par là même parfois un petit peu plus authentique. Nous sommes ici devant une esquisse, devant une œuvre préparatoire à une grande toile réalisée par Eugène Delacroix. Cette grande toile est actuellement conservée au musée des Augustins à Toulouse. C'est une esquisse pour ce grand tableau qu'il va exposer au Salon de 45, mais on pense que cette esquisse date de 1832, de son voyage au Maroc, où il accompagne l'ambassadeur, donc le comte de Mornay, qui est envoyé par Louis-Philippe pour négocier la neutralité du Maroc vis-à-vis de la colonisation de l'Algérie. Et le comte de Mornay
Mornay souhaite s'entourer d'un artiste pour documenter la visite. Cette esquisse est très intéressante car elle évoque l'entretien qu'a eu l'ambassadeur français avec le sultan du Maroc. On reconnaît ici le sultan qui sort de son palais de Meknès avec les murailles qu'on peut voir autour. Devant lui s'avance Abraham Ben Shimol, l'interprète juif du comte de Mornay. Et ici, ce personnage qui est vêtu à l'européenne, puisqu'on distingue bien dans sa façon de se tenir qu'il est encore en costume, le comte de Mornay. Ce qui est très étonnant et en même temps très intéressant d'un point de vue historique, c'est que dans la composition finale du musée de Toulouse, ces deux personnages ont été évacués. On ne trouve plus que finalement une cour d'officiers et de serviteurs. Et nous avons une hypothèse qui permet d'expliquer cela, c'est qu'en 1832, la France évidemment est dans une voie diplomatique avec le Maroc. Et en 1845, quand Delacroix expose son tableau, on a passé cette relation-là, puisque le Maroc a rompu son accord finalement en accueillant le rebelle Abdelkader qui coordonnait la résistance algérienne, ce qui énerve évidemment grandement la France, qui bombarde Tanger en 1844. Donc en 1845, il n'aurait peut-être pas été de bon ton de rappeler un échec diplomatique et un épisode relativement sanglant finalement de la colonisation, ce qui donc nous laisse penser qu'avec cette esquisse et d'autres croquis qui sont conservés dans les journaux de Delacroix, nous avons un des seuls témoignages de cette entrevue, picturalement en tout cas. Alors ici nous sommes devant un dessin d'Auguste Raffet qui représente un cavalier rouge d'Abdelkader. Alors ce qui est intéressant, c'est que au cours de notre préparation d'exposition, on a étudié chacune des œuvres exposées et c'est vrai qu'on a découvert un certain nombre de documents qui pouvaient nous aider à comprendre ces œuvres-là, et notamment celle-là, on a compris que c'était un dessin préparatoire d'une gravure qui illustre un ouvrage historique sur l'histoire de l'Algérie du milieu 1843, milieu du 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Auguste Raffet n'a jamais mis les pieds en Algérie. Alors comment il peut faire cette représentation? Parce qu'il a quand même couvert la campagne d'Algérie complètement. C'est en se renseignant, en se documentant, et notamment en rencontrant les officiers qui, eux, ont participé à la campagne d'Algérie. Et c'est donc intéressant de voir qu'il ne laisse absolument rien au hasard dans le détail, à la fois du costume, de l'harnachement, mais également des pratiques de cavalerie comme ici, puisque le personnage est dressé presque dans une position debout, et c'est l'attitude en effet de ces cavaliers, ce qui explique aussi la forme des étriers qui sont rectangulaires et assez larges. Donc Raffet se documente, reçoit dans son atelier en France des officiers, il prend des notes, il fait des croquis quand l'officier parle et retient un certain nombre de détails qu'on retrouve ici dans ces dessins. Excepté les artistes qui vont suivre les campagnes militaires, c'est vrai que beaucoup n'ont jamais mis les pieds en Orient. C'est valable pour tout ce qu'on appelait les turqueries. Les turqueries sont des personnages qui vont être représentés à l'oriental. On leur affuble quelques accessoires, mais les modèles sont occidentaux et on représente des sujets à l'oriental, alors qu'on n'a jamais mis les pieds sur ces terres-là. Nous sommes devant une œuvre de Benjamin Constant, intitulée La sortie de la mosquée, et qui a été réalisée probablement à la suite du voyage de Benjamin Constant entre 1871 et 1873 au Maroc. Il a été invité par Charles-Joseph Tissot, qui était ambassadeur, ministre plénipotentiaire à Tanger au Maroc à cette époque, et Tissot a été envoyé spécifiquement pour discuter avec le sultan du Maroc et négocier sa neutralité finalement vis-à-vis de la colonisation de l'Algérie voisine. Ce voyage entre 1871 et 1873 fait écho au voyage de Delacroix 40 ans auparavant, donc voilà, c'est intéressant de voir que l'histoire se répète, et Benjamin Constant est donc resté à Tanger pendant une longue période. Il s'est nourri de croquis parce qu'on sait qu'il a beaucoup dessiné et on sait qu'il a aussi partagé l'atelier de Regnault et de Clérin qui étaient aussi des artistes installés, eux, vraiment à Tanger.
Et il s'est fait connaître après son retour en France par des grandes peintures qui remettaient à l'honneur les grands cortèges finalement du Maroc, puisque dans le protocole, lorsqu'un dirigeant sortait ou entrait d'un bâtiment ou recevait un ambassadeur étranger, il y avait un cortège qui se mettait en place. Ainsi, cela offrait beaucoup de motifs très intéressants aux peintres. Dans cette peinture-là, l'exotisme est vraiment dans tous les détails, puisque l'artiste s'est intéressé principalement à l'architecture. On voit que ce qui l'a intéressé, c'est vraiment ce fameux arc qu'on a souvent qualifié d'arc en fer à cheval ou arc outrepassé, qui signifie finalement que l'arc de cercle est plus grand que le demi-cercle. Nous avons évidemment les minarets, les coupoles, typiques de l'architecture orientale. Et puis, avec une touche extrêmement vive, l'artiste a souligné chacune des silhouettes de couleurs très vives pour mettre en valeur à la fois les oriflammes, à la fois également les costumes, qu'ils soient plutôt masculins et parfois féminins. Et puis voilà, les regards se concentrent sur cet homme à cheval qui sort de la ville, encadré par cet arc. Ce qui est très intéressant avec Benjamin Constant, c'est que dans ses grandes compositions, habituellement elles sont extrêmement léchées, extrêmement fines et travaillées en atelier. Celle-ci a un aspect beaucoup plus brossé, ce qui nous laisse, mais alors c'est vraiment qu'une hypothèse, peut-être laisse penser qu'il l'aurait faite sur place, qu'il l'aurait réalisé sur place, mais ce n'est qu'une hypothèse et on ne le saura peut-être pas parce qu'il n'a pas laissé beaucoup d'écrits en fait qui nous permettent de le justifier. En fait, à la base, René Binet est un architecte et on retrouve vraiment dans sa démarche de dessinateur une recherche d'architecte. C'est un dessinateur qui peint comme un architecte et un architecte qui recherche la couleur du dessin. Et dans toutes ses recherches, et notamment ses voyages autour de la Méditerranée, il s'intéresse aux architectures colorées et donc il va se rapprocher tout naturellement des arts de l'islam. Alors au tout début du XXe siècle, il fera un voyage à Jérusalem et son héritière nous a légué toute une série d'aquarelles qui représentent le dôme du rocher, connu aussi sous le nom de mosquée d'Omar. Et ici, 4 exemples à la fois de l'architecture extérieure et de l'architecture intérieure, puisqu'il a eu une autorisation spéciale de pouvoir entrer et dessiner à l'aquarelle cet intérieur avec ces couleurs qui sont limitées aux 3 couleurs autorisées, le bleu, le jaune et le vert. Et lui, ce qui va l'intéresser, c'est aussi les revêtements extérieurs qui, à l'origine, étaient perses, mais qui ont été restaurés au fil du temps. Alors, René Binet est surtout connu pour une architecture monumentale qui est la porte qui ouvrait sur la place de la Concorde l'exposition universelle de 1900. Une exposition où son architecture reprend des principes qu'il a découverts notamment à Jérusalem et lui, en allant chercher des modèles en Orient, va être un des premiers à s'ouvrir à l'architecture orientaliste, ici avec des repérages à Jérusalem. Ces aquarelles-là sont inédites, elles ont été très peu présentées, exposées et elles sont dans un état parfait. Nous sommes ici devant une œuvre d'Emmanuel Frémiet, qui est donc un sculpteur très connu à Dijon, puisqu'il a été l'un des élèves de François Rude, et il est apparenté à la famille de Sophie Frémiet, qui s'est ensuite mariée et qui est devenue Sophie Rude. Et le musée de Dijon possède un très grand fonds lié à ce sculpteur, puisque c'est la famille héritière de l'artiste, la famille Fauré-Frémiet, qui en 1955 a légué l'ensemble de ce qui restait, on va dire, dans l'atelier de l'artiste. Et nous avons donc à cet égard plus de 150 sculptures et quelques dessins dans notre collection. Ce qui est intéressant avec Frémiet, c'est que lui n'a jamais voyagé en Orient, mais s'est inspiré très tôt des animaux exotiques en allant dessiner et en faisant des relevés anatomiques au Muséum d'histoire naturelle à Paris, la ménagerie du Jardin des Plantes, comme l'ont fait avant lui Barye ou Delacroix. On observe assez vite dans les productions de Frémiet un basculement un petit peu vers le bestiaire exotique qui suit en fait la mode de l'orientalisme et ce thème finalement du charmeur de serpent qui est déjà connu en fait et assez régulier en sculpture à partir de la moitié du 19e siècle est ici assez comment dire, expérimenté en regard avec la peinture, puisqu'on sait qu'il était très proche du peintre orientaliste Jean-Léon Gérôme, le fameux, qui lui-même a produit un charmeur de serpent qui est actuellement conservé aux États-Unis. Et leur positionnement est très proche, puisque dans les représentations habituelles que l'on peut trouver dans les années 1850-1860, on observe une certaine danse acrobatique entre le charmeur et le serpent. C'est-à-dire qu'on a souvent le charmeur
demeure à distance du serpent, et le serpent qui lève sa tête et danse donc devant son maître. Et ici, on a vraiment un corps à corps avec l'animal, assez typique finalement des productions de Frémiet, qui a beaucoup représenté des combats, hommes-animaux et animaux entre eux également. Et ce qui a intéressé ici Frémiet, c'est vraiment une composante aussi anthropologique. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu montrer qu'un exotisme. On sent qu'il a beaucoup travaillé le visage, la coiffe, le pagne aussi, qui permet d'évoquer un ailleurs exotique qui ne le situe pas vraiment, mais au XIXe siècle, on confond les dromadaires et les chameaux, on représente le tigre en pleine savane, ce qui apparaît difficilement possible, et les éléphants, grandes ou petites oreilles, éléphants d'Afrique ou d'Asie, sont un peu représentés pour leur même signification, à savoir l'exotisme. Voilà, cette sculpture a été éditée dans de nombreux exemplaires pour agrémenter les intérieurs bourgeois. Cette œuvre d'Eugène Giraud nous permet de montrer aussi ce qu'on a voulu dire dans cette exposition, qui est l'évolution du regard de l'artiste sur l'Orient. Alors, comme sujet de prédilection, la femme orientale, avec des thèmes qui vont revenir de façon récurrente sur cette odalisque, la femme allongée, nue, offerte, la femme de harem. Des sujets aussi comme le marchand d'esclaves, qui permet de montrer à la fois la violence d'une société telle qu'on l'imagine et la nudité sensuelle d'une femme. Et puis petit à petit, ce regard va évoluer et devenir de plus en plus documentaire, mais également parallèlement à l'évolution de la science de l'ethnographie, précis, autour d'une culture différente. C'est le cas par exemple de cette œuvre qu'on a pu identifier comme étant le portrait d'une mariée probablement juive d'Eugène Giraud. Comment on a pu l'identifier? C'est par comparaison avec un dessin d'Eugène Delacroix qui vient illustrer ses notes dans ses petits carnets qu'il ramène en 1832 de son voyage au Maroc. Grâce à cette comparaison, on peut identifier cette mariée avec son costume, puisque c'est exactement le même costume que représente Eugène Delacroix, avec cette tiare, ce voile, les boucles d'oreilles bélier et un ensemble de détails qui nous permet d'identifier ses noces, et également l'expression qui était une expression sévère et non réjouie toute la journée des noces d'une mariée. Donc c'est des traditions que va noter Eugène Delacroix et que reprend ici Eugène Giraud dans un milieu de femmes peut-être un peu plus accessible aux artistes, puisque cette évolution du regard est aussi liée à la réalité, c'est-à-dire que on s'imagine cette femme de harem et c'est pas forcément la réalité que vont découvrir les artistes, que la femme reste cachée, et le monde des noces, notamment ce jour-là juif, permet d'avoir une possibilité d'avoir des portraits de ce genre. Ce portrait d'homme est attribué à Henri Regnault. Il n'est pas signé, mais la facture nous laisse vraiment penser qu'il s'agit d'une œuvre d'Henri Regnault. On la date d'environ les années 1869-1870, date du séjour d'Henri Regnault au Maroc. Il y installe un atelier avec son compagnon de toujours et vraiment ami artiste, donc Clérin. Ils s'installent tous les deux à Tanger, vont effectuer plusieurs voyages ensemble d'ailleurs, tout autour de la Méditerranée. Et il va, lui, se concentrer énormément sur la figure humaine. Et dans cette exposition, nous avons voulu témoigner de l'évolution du regard des artistes qui, au cours du XIXe siècle, certains un peu plus précurseurs que d'autres, vont voir leur regard un petit peu se métamorphoser sur l'Orient, après un Orient finalement assez exotique, avec un exotisme extrêmement attendu, avec des poncifs, les guerriers militaires, les soldats harnachés, les animaux exotiques, etc. Les artistes vont se tourner vers une vision un petit peu plus authentique. Ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec l'essor de la colonisation dans ces territoires, puisqu'on a des témoignages d'artistes qui expliquent qu'ils quittent les villes et s'enfoncent même dans le désert pour éviter finalement la présence française qui dénature un Orient primitif, original. Donc il y a aussi toutes ces idées-là à avoir au XIXe siècle. Et avec l'essor de l'ethnographie et de l'ethnologie, on essaye de comprendre un petit peu les différentes civilisations. Il ne s'agit pas d'oublier également, il y a certaines théories, les théories de Gobineau, donc les théories racistes, sont publiées à partir de 1855, et il faut avoir en tête quand même que les artistes étaient imprégnés de tout ce contexte culturel-là quand ils abordaient ces pays. Et cette œuvre, qui est entrée dans les collections sous le titre Tête de nègre, que nous avons choisi de renommer Portrait d'homme, dit Tête de nègre pour ne pas évacuer son ancien titre, est assez impressionnant de par sa facture, car le regard y est extrêmement travaillé et on sent que l'artiste s'est concentré
sur une physionomie. Il en a fait un certain nombre. On a des portraits d'hommes plutôt de type arabe, de type turc, de type voilà. Il a vraiment essayé de se faire une galerie finalement de portraits. Et ce qui nous a intéressé ici, c'était tout d'abord de faire restaurer ce tableau qui était extrêmement abîmé. Le vernis était extrêmement jauni, on avait vraiment perdu toutes les nuances. Et ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est cette notion vraiment d'inachevé qu'on peut voir sur le portrait. C'est-à-dire que ce qui l'a intéressé, c'était uniquement le visage et la tête. Le buste est laissé vraiment à l'état de banale esquisse. On a à peine, d'ailleurs on voit même la toile à travers, il y a très peu de matière. Et puis un dépouillement extrême qui permet de donner cette idée presque de carte d'identité au portrait. Il faut venir voir l'exposition au musée de Dijon car la plupart des œuvres qui y sont présentées sont inédites. Les dessins et les arts graphiques qui sont vraiment sortis vont retourner ensuite au noir pendant quelques années avant de pouvoir les retrouver. C'est la première exposition vraiment consacrée au fonds orientaliste du musée des Beaux-Arts et on a essayé en tout cas d'embrasser une grande période chronologique et une diversité de thèmes qui devrait ravir tout le monde. Et j'ajoute que nous avons obtenu les prêts extrêmement intéressants de 2 institutions, le musée Niepce de Chalon-sur-Saône qui nous permet de mettre en regard de nos collections des photographies anciennes qui datent du 19e siècle et également des prêts de la galerie Chantal Crouzel et qui nous a prêté donc des portraits contemporains réalisés par un photographe et artiste Jean-Luc Moulaine qui a lui-même fait un voyage en Orient mais beaucoup plus récemment en 2001 et 2002.